Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver, oui je le dis toujours mais je suis toujours ravi de vous retrouver pour cette fois-ci un 5e épisode de Nos Vies Mobiles, le podcast qui s'intéresse sociologiquement aux voyageurs afin de mieux comprendre la mobilité et même les mobilités. Aujourd'hui est un jour un petit peu spécial dans la jeune histoire de notre podcast puisque nous allons parler du Covid-19 et de ses impacts sur les transports, un épisode que certaines chaînes de télévision française aurait habillé de jingles sombres et terrifiants avec la pluie d'experts en tout genre bien décidés à distribuer des discours anxiogènes. Mais comme nous, on est sympa, on va se contenter d'essayer de réaliser un état des lieux objectif avec l'appui d'un expert éclairé et informé. Je veux bien sûr parler d'Éric Charéron. Bonjour Éric. Bonjour César, bonjour à toutes et à tous. Si vous nous écoutez depuis l'épisode 1, eh bien déjà, félicitations à vous, vous avez fait le bon choix. Ensuite, vous savez qu'Éric Charéron est chargé de la prospective des modes de vie et des mobilités chez Keolis et donc qu'il a réalisé un certain nombre d'études spécifiquement consacrées aux impacts du coronavirus sur les transports. Ainsi, pour débuter, j'aimerais, si vous le voulez bien, Éric, toujours, il faut que vous soyez d'accord, que vous partagiez avec nous les chiffres les plus marquants. J'ai du mal à vous dire non, César. Attends. Pas de fou rire dès le début du 5e épisode, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien du coup partager avec nous les chiffres les plus marquants de ces impacts du Covid-19 sur la mobilité et les transports ? On va dire qu'ils se décomposent en 3 familles peut-être. Il y a d'abord l'impact sur les transports publics, donc ça a été le grand trou noir, mais quand on revoit les images du printemps 2020 et qu'on revoit les photos des villes, effectivement, c'était vraiment, on avait l'impression d'être dans de la pure science-fiction. Donc, bien évidemment, le transport public s'est retrouvé avec 10 à 20% de ces voyageurs habituels pendant cette période-là et des gens qui étaient vraiment obligés de le prendre. Autant dans les grèves, c'était plutôt l'inverse, il y avait foule et c'était une oppression physique. Là, c'est différent. Un vide, qu'est-ce que je fais là? Que se passe-t-il? Voilà, ça fait une sensation très étrange. Puis progressivement, on est remonté, on est redescendu au fil des événements, des couvre-feux, des confinements plus ou moins durs. Et en gros, depuis la levée de la fermeture des commerces dits non essentiels, on a retrouvé à peu près 70% du trafic. Puis à partir de septembre de cette année 2021, 85%. Et là, on est autour de 90%. Un peu moins bien dans les grandes villes, et un peu mieux dans les villes dites moyennes. Donc ça, c'est le premier impact. Donc c'est un choc sur les transports publics. Le deuxième, c'est comment la mobilité s'organise, tous modes confondus, selon les motifs. Donc là, alors je suis désolé, cher César, je n'ai pas les résultats de l'enquête d'octobre 2021. Mais ça fait 3 ans qu'on fait une enquête pour savoir au cours d'une semaine le nombre de gens qui se déplacent pour faire une 40aine d'activités. Parmi celles-ci, il y en a globalement qui n'ont pas bougé entre octobre 2020 et octobre 2019. C'est par exemple les marchés. C'est par exemple aller voir ses amis ou aller voir sa famille. C'est par exemple sortir pour faire un tour parce que j'en ai besoin. Il y a celles qui ont beaucoup chuté. Significativement, en tout cas, de l'ordre de 30%, c'est typiquement sortir pour aller au centre-ville, sortir pour aller dans un centre commercial, parce qu'il y a du monde, parce qu'on a rationalisé un petit peu ces déplacements, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont un peu peur. Donc globalement, ça ne veut pas dire que les chiffres d'affaires ont baissé forcément. Ça veut dire qu'il y a eu aussi une partie de rationalisation de déplacement. Et puis là où ça a beaucoup plus fortement diminué, je vous donne que quelques exemples, les cinémas l'année dernière, c'était presque moins 50%, confirmé d'ailleurs par le CNC. Et puis par exemple, tout ce qui est déplacement professionnel et formation, où là, soit ont été annulés ou reportés pour les formations, soit là, il y a un nouveau rythme de vie qui a été pris en compte, qui est la visioconférence, qui a permis à de nombreux gens d'éviter de se déplacer. Baisse de fréquentation forcément liée aux restrictions, donc vous l'avez dit, au confinement, au couvre-feu. Mais justement, quand vous réalisez des études, et on le sait depuis qu'on travaille ensemble et qu'on fait ce podcast Nos Vies Mobiles, vous vous intéressez, vous essayez d'aller au-delà de ces restrictions. Il y a aussi eu la peur qui a été prise en compte. Comment on prend en compte la peur dans vos méthodes d'études ? Alors, c'est simple, on demande
aux personnes qui répondent de noter sur une échelle de 1 à 10 leur degré de peur dans un certain nombre de lieux. En leur disant, ben voilà, si le lieu vous paraît, vous êtes en insécurité dedans, ben vous la notez 8, 9, 10. Donc, si on additionne tous les gens qui ont mis 7, 8, 9, 10, on se rend compte qu'effectivement, les événements type salon, congrès dans des lieux fermés, ou l'utilisation des transports publics, ou les grands événements festifs, y compris à l'extérieur, sont parmi les événements qui feraient le plus peur, avec 60 à 70% des gens qui mettent une note qui va entre 7 et 10, c'est-à-dire où ils estiment qu'ils ont relativement peur dans ce type de lieu-là. Alors, le transport public est handicapé, entre guillemets, de deux manières, parce que d'une part, c'est un espace qui est relativement clos, bien évidemment, et d'autre part, parce qu'on est aussi dans un espace qu'on partage avec des inconnus. Or, le fait d'être avec des gens qu'on ne connaît pas est un facteur de crainte. C'est-à-dire que, globalement, on a fait 6 vagues d'enquête pour essayer de percevoir le degré de confiance que l'on accorde aux gens autour de nous. Si vous faites partie de ma famille, de mon foyer ou de ma famille, je vous fais confiance à 86-88%. Si vous êtes, on va dire, mes amis, c'est un peu moins, mais c'est 78%. En revanche, si ce sont des gens que je ne connais pas, je ne fais confiance qu'à 30%. Et donc, quand on se retrouve dans des univers où il y a du monde, où on est un peu enfermé, où on a l'impression de côtoyer des gens que l'on ne connaît pas, ben ça a créé en tout cas une forme d'insécurité qui, pour certaines personnes, était très élevée. Je le disais dans l'introduction, on ne fait pas partie des chaînes de télévision françaises sensationnalistes, donc on ne va pas rentrer dans la polémique. Donc j'ai le sentiment, en tout cas moi j'ai eu ce sentiment-là, en tout cas au début de la crise et à l'heure où les salles de cinéma et les restaurants fermaient leurs portes, que beaucoup de Françaises et Français se sont indignés du maintien du fonctionnement des transports en commun. C'est quoi votre sentiment sur ce point-là, sur cette polémique-là ? Est-ce que c'est comparable ? Alors, je suis un peu étonné, César, que vous parliez de l'indignation. Nous ne l'avons pas trop vu. En fait, il y a deux choses. D'une part, les collectivités, elles nous ont demandé d'assurer notre rôle de délégataire de service public, c'est-à-dire absolument de remplir notre mission pour les gens qui en avaient le plus besoin, de se déplacer, notamment pour aller à leur travail ou pour aller voir des gens qui étaient dépendantes, donc des gens qui étaient âgés et qu'il fallait aller voir parce qu'elles étaient isolées. Donc ça, on avait le droit de le faire. Et ça, il a fallu le faire. Et je dirais même que globalement, les conducteurs, les conductrices, les mainteneurs qui ont travaillé pendant cette période-là et les autres ont été fiers de pouvoir remplir cette mission-là parce que c'était réellement une mission qui avait une utilité sociale forte. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une incompréhension mais c'est normal dans toute réglementation, en se disant pourquoi les transports publics, on a le droit de les prendre, et pourquoi en revanche, alors qu'on pourrait porter le masque, on n'a pas le droit d'aller dans certains autres endroits, que ce soit les lieux de culte ou que ce soit les cinémas. Donc là, il y a eu une incompréhension, mais je trouve que le mot indignation me paraît un peu fort. Nous, en tout cas, nous ne l'avons jamais noté par rapport au fonctionnement des transports publics. Non, mais c'est juste qu'il y avait eu cette petite polémique. Et ça me semblait intéressant de vous entendre dire que les transports, ça reste quand même un service de première nécessité, quoi. Ah, c'est clair. Et comme je le dis depuis le début de ce podcast, vous êtes en charge de la prospective des mobilités et des modes de vie. Et en fait, c'est cette dernière notion qui m'intéresse, puisqu'on va parler des fractures entre les citoyens qu'a renforcé le virus. Et oui, les Françaises et Français ont vécu cette crise différemment. En quoi, selon vous, et avec des exemples, estimez-vous que cette crise a été une importante source de fractures, et pourquoi est-ce intéressant de décrypter ce phénomène ? Alors, les fractures, elles ont été multiples. C'est-à-dire, bien sûr, on parle beaucoup du lieu de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on habite en maison ou est-ce qu'on habite en appartement ? Est-ce qu'on habite dans une commune qui est proche de la nature ou est-ce qu'on habite au cœur d'une ville ? Donc là, ça fait naître quelquefois des idées de changement de lieu pour une partie des gens. Donc ça, on en a beaucoup parlé. L'immobilier, on va revenir dessus juste un peu plus tard. En revanche, il y a d'autres choses. Est-ce que j'ai peur ou est-ce que je suis confiant ? Et ça, c'est comme quand vous déplacez le soir. Il y a ceux qui ont la peur au ventre et ceux qui sont confiants.
Vous n'avez pas du tout le même vécu selon ça. Et ça, c'est une ligne de fracture forte. Il y a ceux qui sont pessimistes, qui sont anxieux, qui pensent qu'on ne va jamais s'en sortir, qui sont dépressifs. Il y a eu des situations, des cas très, très graves quand même, donc ça fait un peu peur. Et ceux en revanche qui sont optimistes, qui disent bon, allez, on courbe le dos, on courbe les chines, et puis ça va passer, et puis ça va aller mieux. Et si on pense qu'à ça, c'est plus la peine. Faut pas que ça nous empêche de sortir. Bon, on faisait attention, quoi. Il y a ceux qu'on oublie toujours, ceux qui sont isolés, et ceux qui sont bien entourés. Il y a ceux qui ont été mal entourés, que ce soit parents-enfants ou que ce soit dans un couple, peu importe. Et ça, c'est une ligne de fracture forte, parce qu'il y a des gens qui ont pu très bien vivre cette période un peu difficile parce qu'ils étaient bien entourés et qu'ils ont eu plaisir quelquefois à se retrouver et retrouver du temps, et puis d'autres qui l'ont très mal vécu. Vous avez aussi votre capacité d'imagination, c'est-à-dire votre être. Comment vous êtes, vous ? Est-ce que vous êtes créatif, imaginatif, ou est-ce qu'au contraire, vous n'allez pas à votre travail et vous vous retrouvez à plus savoir quoi faire entre quatre murs dans votre appartement, et vous avez des gens à même type de métier, même niveau culturel, tout ce que vous voulez, certains qui l'ont très bien vécu et d'autres qui l'ont mal vécu. Je dirais quand même qu'il y a aussi une fracture. Est-ce que j'étais obligé ou pas de les prendre des transports publics au moment où j'avais peur de les prendre ? C'est-à-dire qu'au moment des différents confinements, quand vous faites partie des gens qui ont eu une ou deux voitures, le problème ne se posait pas trop. Quand vous ne pouviez pas prendre votre vélo parce que votre trajet était long et que vous étiez obligé de prendre des transports publics, ça, je peux vous dire que ça crée une ligne de fracture. Donc là, on parle du Covid comme vecteur d'inégalité entre les citoyens. En tout cas, de vécus différents. Inégalité, je ne sais pas, de fractures et de vécus différents. Alors, c'est qui l'ordure qui m'a dénoncé ? Oh, un peu tout le monde, hein. Vous êtes fiers de vous ? Ouais. Calmez-vous, là. Assumez vos conneries aussi, hein. Mes conneries ? Pauvre con, je suis médecin urgentiste à Saint-Thomas. Saint-Thomas. J'ai plus de vie. Je m'isole pour protéger mes parents et mes enfants que je vois plus. Je vous évite tous les jours pour pas vous faire prendre de risques parce que j'ai 5 collègues qui l'ont attrapé, donc 2 en soins intensifs. Et maintenant, si vous le permettez, je vais retourner travailler. Il y a aussi le fait du télétravail. C'est-à-dire que dans les fractures, les sociologues nous ont dit qu'à la fin, les gens qui ne pouvaient pas télétravailler en avaient un peu marre de ce qu'on disait sur les gens qui télétravaillaient, qui avaient du mal à s'occuper de leur enfant en même temps, ce qui était vrai, bien sûr. Mais en même temps, ceux qui étaient obligés d'aller au front trouvaient que c'était un peu excessif par rapport à eux, qui étaient obligés de se déplacer et qui étaient obligés d'être face à du public. J'aurais aimé, moi, écouter le président de la République et être confiné avec ma femme qui est enceinte. Mais malheureusement, je peux pas. Et dans une période de confinement comme celle-là, pourtant, personne ne devrait être dehors. Mais nous, on n'a pas le choix. Si, demain, on ne va pas travailler, on ne va rien manger du tout. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'argent pour nourrir notre famille. En gros, vous avez plus de 7 personnes sur 10 qui occupent un métier qui ne sont pas compatibles avec le télétravail. Pourtant, on avait l'impression qu'on parlait que de ça. Donc, oui. Alors que plus de 7 sur 10, c'est énorme. Toujours à propos de ces fractures, justement, il y a une autre qui a beaucoup fait parler, autre que le télétravail, celle liée à l'immobilier. Je vous avais promis qu'on y reviendrait. Les personnes confinées dans un petit appartement en ville n'ont logiquement pas vécu la même chose que celles qui bénéficiaient d'une maison avec jardin à la campagne. Ça paraît assez logique. Ainsi, selon un sondage réalisé par Orpi, c'était fin 2020, 60% des locataires citadins souhaitent déménager. Quel impact auront ou a eu cette fracture immobilière, justement, selon vous ? Alors, il est peut-être encore trop tôt pour tirer un bilan complet de ce mouvement-là. Il y a effectivement des personnes qui ont déjà engagé des processus de déménagement. Il y a des gens qui passent, pour ceux qui ont des résidences secondaires, qui passent un peu plus de temps dans leur résidence et sont un peu vont faire un peu de la birésidentialité, donc ça c'est un fait. Par contre, on n'a pas le retour complet parce qu'il faut un peu de temps entre le moment où on envisage éventuellement de changer et le moment où on peut, parce que ça va être conforme au travail. Si moi je suis à la retraite et que le conjoint n'y est pas, ça pose un problème, etc. Donc il faut laisser un peu de temps et de voir comment va se faire l'acclimatation dans un nouvel environnement. D'ailleurs, il est intéressant à noter que dans les gens qui veulent partir, il y a des gens qui ne veulent pas s'éloigner beaucoup de leur ville, qui veulent rester quelquefois dans le même secteur, mais avec effectivement une maison avec jardin. On n'arrête pas, quoi. Moi, j'ai 21 compromis à faire. Et en 4 jours, je dois faire, je crois que c'est 5 ou 6 compromis.
On ne s'attendait pas à ça. C'est paradoxal. Vous avez une crise sanitaire énorme qu'on n'a jamais connue et d'un seul coup, nous, on nous demande, voilà, je vais acheter une maison. C'est une clientèle qui cherche la verdure, ils veulent un jardin, ils veulent de l'espace et puis ils ont peur du reconfinement. Donc le gros défi qu'on va avoir, enfin à mon avis, mais qui n'est pas qu'un problème de mobilité, c'est comment on rend les grandes villes désirables. Comment on donne toujours envie d'habiter dans des grandes villes dans lesquelles il y a beaucoup d'enseignes, beaucoup de culture, beaucoup de contacts sociaux, beaucoup d'emplois, des soins, des équipements, des services. Comment on donne envie de vivre dans des villes intenses? Comment on peut les vivre passionnément, de manière abordable? Hein, et là-dessus, la mobilité a son rôle à jouer, parce qu'une des raisons pour lesquelles on veut quitter les grandes villes, c'est la pollution, le bruit, la congestion, le temps lié perdu un peu dans les transports, que ce soit dans les embouteillages ou dans les transports publics, avec quelquefois des conditions qui ne sont pas super. Donc comment nous, on peut améliorer la vie au quotidien des personnes, et ça peut être l'occasion, cette crise-là, de dire il faut au moins que ce facteur d'irritation et d'insatisfaction, il soit peut-être un peu réduit pour qu'on ait envie de rester dans les grandes villes. Mais vous faites une transition absolument parfaite, puisque c'était ma prochaine question. Comment rend-on les villes plus désirables? On peut par exemple partir du principe qu'une ville plus désirable, comme vous l'avez dit, c'est moins de pollution, moins de bruit. Comment on peut avoir moins de pollution, moins de bruit dans une ville? Eh bien, c'est notamment avec une ville qui est un peu plus piétonne, ou dans laquelle on pratique le vélo. Ça a été l'un des impacts positifs du Covid-19, c'est l'essor de la marche à pied et du vélo. Le marché du vélo, il me semble que c'est atteint 3 milliards d'euros, ce qui est un record absolu. Selon vous, c'est ça le plus gros aspect positif engendré par le virus, c'est l'essor du vélo et de la marche à pied? Oui, incontestablement, c'est des facteurs importants pour rendre des territoires beaucoup plus apaisés, beaucoup moins bruyants. Et voilà. Donc, en gros, ce que l'on voit beaucoup, c'est l'essor du vélo, notamment dans les grandes villes. Ce qui est intéressant à voir, c'est que globalement, il est autant pratiqué dans les territoires des petites villes qu'en Île-de-France, contrairement aux apparences. On est sur un tronçon de rocade, c'est-à-dire qui permet de contourner le centre-ville et d'aller rapidement d'un bout à l'autre de la ville sans forcément passer par son centre quand c'est pas nécessaire. On a assumé aussi de prendre de la place à la voiture et de réduire un petit peu la place de la voiture pour permettre aux cyclistes d'avoir un aménagement qui va dans les deux sens et qui est séparé des piétons. Donc on gêne moins les piétons, les cyclistes peuvent aller aussi peut-être plus vite et ils peuvent rouler à deux côte à côte parce que la piste est suffisamment large pour ça. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est l'essor de la marche. Sauf que la marche, elle est tellement présente historiquement, parce que tout le monde est piéton à un moment ou un autre, on ne se rend plus compte que dans les piétons qui marchent, il y a des gens qui font plus une demi-heure ou des déplacements de plus 1 heure de marche. C'est-à-dire que vous avez les gens qui sortent d'une station de métro, d'un arrêt de bus, de chez eux, qui font des petits trajets, et vous avez également des gens pour qui c'est un vrai moyen de déplacement et pour lequel ils peuvent faire jusqu'à une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, de déplacement parce qu'ils vont trouver que c'est agréable. Alors, ils peuvent le combiner d'ailleurs avec le transport public. Ça peut être le matin, j'y vais à pied ou l'inverse et le soir, je reviens en transport public. Ça peut être, je fais une partie à pied et une partie en transport public. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé pendant la crise du Covid, où des gens ont voulu éviter des sections de lignes, par exemple, qui étaient trop chargées, qui se sont dit, voilà, je travaille de cette manière-là. Mais c'est intéressant parce que, justement, vous parlez de marche et des transports publics. On pourrait penser que ce sont deux antagonistes. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Quid du défi, justement, des transports publics de valoriser la marche à pied? Je pense que le rôle des transports publics, c'est le rôle d'être des grands frères des piétons. De faire en sorte de montrer en fait cette continuité qu'il y a entre la marche et le transport public, mais de la même manière qu'entre le vélo et le transport public. Prenons vélo et transport public. Souvent, on nous évoque comment on pourrait mettre les vélos à bord des transports publics. C'est compliqué, ça crée un peu de la tension quand même. En revanche, si je pars d'un quartier dense et que j'arrive, imaginez, puisque vous êtes bordelais, César, je pars de Bordeaux centre, donc je n'ai pas besoin de mon vélo, je prends le tramway, j'arrive à Mérignac. Et je veux aller ensuite dans une entreprise dans le secteur de l'aérospatial ou ailleurs qui se trouve à 3 km. Peut-être que c'est là où il faudrait que je trouve un vélo, quand je descends du tramway, et qui puisse m'amener effectivement dans mon entreprise et que je ramène le soir à la station où je suis descendu le matin. Donc il y a effectivement un écosystème à créer, favorable aux trois, sachant que
l'opérateur de transport public a tout intérêt à développer la marche. Parce que la marche, c'est le rythme, n'oublions pas, la paisibilité, des rencontres sociales, du rythme des commerces. Et c'est ce qui va permettre de rendre les villes, entre guillemets, plus inclusives. Mais justement, si on parle du futur, des aspects positifs du Covid, j'ai lu l'étude Kéoscopie consacrée à l'impact justement du virus sur les transports dans la métropole bordelaise et vous sembliez beaucoup insister sur le fait de rebondir. Expliquez-nous l'importance de ce terme et ce qu'il signifie pour vous. Je fais partie de ceux qui pensent, et on est nombreux, que les crises, c'est toujours l'occasion de rebondir et de se remettre en question. C'est-à-dire, quelque part, c'est un coup de pied au derrière pour nous inciter à passer la surmultiplier et pour justement se réinventer. Alors, pas se réinventer de manière toujours extraordinaire, peut-être pour résoudre des problèmes qu'on avait mis un peu sous le boisseau là et qu'il faut remonter sur le dessus de la pile. Il y en a plusieurs. Il faut juste se mettre d'accord, il faut discuter entre soi. Aujourd'hui, c'est l'impression qu'il faut que ce soit toute technologie pour que ça avance. Si jamais c'est simplement on se met autour d'une table, on discute, on essaie de faire ça, c'est pas considéré comme de l'innovation, alors que c'est une innovation. D'ailleurs, la présidente de la région Île-de-France voudrait inciter les entreprises, les grands, à travailler de cette manière-là. Autre chose, par exemple, le réseau de Bordeaux met tout en place pour valoriser la marche à pied sur des trajets courts. En disant, mais plutôt quand vous faites correspondance et de prendre le tramway pour 2 stations, si vous pouvez traverser la Garonne, vous avez une très belle vue sur la vie, aller à tel endroit et vous avez le temps d'écouter 2 chansons ou un podcast ou une émission de podcast, passer un coup de fil en marchant sur ces 2 stations, donc de valoriser les itinéraires à pied. Il y a informer sur les trajets qui sont chargés. Les Suisses dans les chemins de fer le font depuis des années. Ils vous disent sur les trains de banlieue depuis très longtemps, ne prenez pas le 16h40, mais à 16h50, il y aura de la place. Mais de manière anticipée. Voilà. Donc et puis, je vous l'ai assez dit, dans l'épisode 3, on est dans une société de la fragilité. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes fatiguées, mais qui ne le disent pas. Mais il faut pousser dans nos recherches itinéraires les solutions qui sont peut-être plus longues, mais qui offre du confort parce qu'il y aura moins de monde et qu'on sera assis. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui pourra peut-être permettre de travailler sur la désaturation. Désynchroniser les modes de vie, la désaturation. On peut aussi parler toujours dans cette volonté de rebondir, de l'hygiène, de l'intermodalité, de la proximité avec la nature. Vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ? Ce qui est clair, c'est que dans les grandes villes, alors je mets Paris à part, vous avez entre 40 et 50% des ménages, que ce soit dans le centre de Nantes ou d'Angers, de Metz ou de Nancy, de Lyon ou de Bordeaux, qui n'ont pas de voiture. La crise du Covid a révélé quoi ? Elle a révélé qu'il y avait tout d'un coup une prise de conscience qu'il y avait un patrimoine naturel à proximité des villes et qu'on n'était pas obligé d'aller loin. Mais il faut que les gens puissent y aller le week-end, le mercredi, les vacances quand il fait beau. Dire qu'il faut révéler ces possibilités-là et faire en sorte d'offrir des solutions le week-end pour aller dans cet entourage, dans ce patrimoine vert qui entoure les cités, afin que les gens qui n'aient pas de voiture au centre-ville ne les quittent pas ou n'achètent pas une voiture. Ou si elles veulent en acheter, elles ne pourront pas la stationner, donc elles risquent de partir ailleurs. Donc ça, c'est un élément essentiel, c'est ce lien entre les habitants de la cité et le patrimoine naturel de proximité. Le Covid-19 a engendré de la peur, de la méfiance, de la déprime et a été une importante source de fractures, on l'a dit, certes, mais a aussi eu le mérite de réveiller les consciences chez certaines personnes qui se sont dit « Tiens, et si on vivait mieux ?» Et ça, il faut aussi le dire. Et vous l'avez dit, Eric, merci encore une fois d'avoir été avec nous pour cet épisode, ce 5e épisode de Nos Vies Mobiles. Un credo, une volonté que nous aurons encore une fois à cœur de reproduire, de perpétuer dans notre prochain épisode, qui sera cette fois-ci consacré au futur des mobilités, un avenir que l'on veut bien sûr radieux, puisque Eric et moi, on peut se vanter de faire partie des optimistes, comme on le disait au début de cet épisode. En attendant, portez-vous bien, lavez-vous les mains, toussez dans votre coude. À très bientôt et bon voyage.